Alors très bien, Johanna Régis, quelles sont justement les caractéristiques pour que je pense on va en parler au cours de cette émission, donc il faudrait peut-être définir quels sont les critères fondamentaux qui définissent une voix pour pouvoir, justement en parler? Alors, il y a les critères les plus basiques qui sont, je dirais, la hauteur, qui se mesure en hertz. Donc Claude Fugain parlait de vibrations par seconde. En fait, une voix à 180 hertz, c'est une voix qui vibre 180 fois par seconde. Donc ça, c'est la caractéristique de hauteur. On sait tous que la voix des femmes est plus aiguë que la voix des hommes, etc. Ensuite, il y a l'intensité. Donc l'intensité, c'est le niveau sonore, le volume sonore qui est développé par la voix, qui est plus ou moins important en fonction des individus et qui peut être modifié selon les circonstances ou selon l'état de l'appareil vocal. Et enfin, et surtout, il y a le timbre de la voix, qui est ce qu'on peut appeler le grain de voix quelquefois, ou la couleur de la voix, qui fait que la sonorité de ma voix n'est pas la même que celle de Nathalie Henrich, même si probablement la hauteur de nos voix est à peu près comparable et peut-être même l'intensité aussi. Donc ça veut dire que c'est ce timbre qui distingue, le plus les voix entre elles? Oui, le timbre distingue absolument les voix entre elles. Il y a fort à parier d'ailleurs que deux personnes dans le monde ne puissent pas avoir le même timbre, tout comme il n'existe pas non plus de deux visages identiques, même chez les jumeaux. Donc le timbre, c'est vraiment ce qui va transmettre la personnalité de la voix et les caractéristiques individuelles. Ajoutons à ça quand même, avant que je l'oublie, la prosodie, qui est donc la variation mélodique de notre voix au cours de la parole, puisqu'on ne parle pas sur un seul même ton comme ça tout le temps, sinon on sonnerait comme des robots, hein. Donc cette prosodie-là aussi est très individuelle, très dépendante des gens, de leur état et de leur individualité. Alors est-ce qu'il y a, je ne sais pas qui peut répondre, une différence majeure entre, la voix parlée, pardon, et la voix chantée? Peut-être Nathalie Henrich qui est, heu, chanteuse également, choriste, chef de chœur. Comment qualifier cette différence? Alors déjà, il y a de grandes similitudes puisque c'est le même instrument qui est utilisé pour parler et pour chanter. Par contre, l'usage est différent. Effectivement, dans la voix parlée, on ne va pas forcément réfléchir à la hauteur de notre voix, même si ça va être véhiculé par nos intentions prosodiques. Dans la voix chantée, on va cibler les notes. On va vouloir chanter une mélodie, on va choisir donc des hauteurs, Donc on va contrôler la hauteur beaucoup plus finement. Ça, c'est un premier aspect. Après, on va vouloir pouvoir aussi décorréler la hauteur de l'intensité, du volume sonore, ce qu'on ne fait pas forcément dans la parole. Dans la parole, quand vous allez parler plus fort, vous allez souvent parler plus aigu. Quand on se met à crier, on a souvent une fréquence fondamentale qui augmente. Dans le chant, justement, on doit apprendre à chanter une note et chanter une intensité, et que ces deux aspects-là ne soient pas liés. Voilà, qu'on puisse faire des pianissimos ou des fortissimos sur une même note. Claude Fugain? Moi, je voudrais revenir sur les paramètres de la voix, en faisant très très simple. Moi, je ne fais que de la clinique, donc je serai très simple. Il y a 3 paramètres, l'intensité, la hauteur. La hauteur dépend en grande partie de la masse de la corde vocale. Plus la masse est importante, plus la voix est grave. Donc la hauteur, l'intensité, où va jouer énormément la pression d'air. Et puis il y a ce paramètre magique qui est le timbre. Le timbre, c'est ce que l'on aime, qui fait que l'on reconnaît la voix d'un tel, d'une telle, de sa grand-mère, de Martin Luther King quand il dit I have a dream, de Gaulle quand il fait son appel du 18 juin. C'est ça, le timbre, c'est vraiment la magie, c'est l'émotion. Quand on entend une chanteuse, un chanteur, c'est cela qu'on va retenir en premier. Je dirais que la hauteur de la voix, elle a énormément changé au fil du temps. Mon âge fait que j'ai déjà travaillé pendant 40 ans et j'ai réellement vu changer les voix des femmes. Les femmes ont gagné du pouvoir et perdu des aigus, ça c'est évident. En plus, c'est un paramètre qui est très lié à la fonction. Peu de femmes journalistes, peu de femmes avocates avec des voix aiguës. On a changé les goûts, on a changé les voix aussi. On aime les graves, on aime le rauque, on aimait beaucoup la voix très claire. Enfin, moi, je cite souvent, on aimait Tino Rossi, on aime Garou, qui n'a pas vraiment une voix très très grave. Les goûts changent, les voix changent aussi. Christian Hugonnet. Oui, peut-être ajouter que nous nous exprimons selon la manière avec laquelle nous écoutons. C'est important de le dire, ça. Et le haut-parleur s'est introduit dans toute
de notre quotidienneté finalement, et ces haut-parleurs qu'on n'a pas vu arriver, a modifié aussi nos voix, d'une certaine manière, car il a modifié notre écoute. Donc nous n'allons plus maintenant dans les salles de concert écouter de la musique dite classique, ou en tout cas acoustique. Nous écoutons dorénavant beaucoup de musique dite électroacoustique, qui sont pour la plupart du temps assez compressées, qui sont, quand je dis compressées, c'est-à-dire que la notion d'émix sonore, de nuance n'existe quasiment plus. Donc, effectivement, tous les sons faibles sont ramenés au niveau des sons forts. Et quelque part, lorsqu'on a écouté, ou lorsqu'un jeune ou un moins jeune a écouté son baladeur pendant peut-être une petite heure, ce type de musique, peut-être qu'il va s'exprimer lui aussi d'une manière compressée, en tout cas d'une manière, qui manquera peut-être de nuances. Alors, je voudrais quand même qu'on revienne une seconde sur le timbre, qui quand même est le cœur de tout ce qu'on va aborder dans la deuxième partie d'émission. Est-ce qu'il est possible de le définir physiquement? Alors, parce que les deux autres grandes caractéristiques dont vous avez parlé ont des unités physiques, le dB pour l'intensité et le hertz pour la hauteur. Est-ce qu'il y a une unité de timbre, Johanna Revitz? Il y a différentes dimensions qu'on utilise en pratique clinique, qui sont très réductrice de l'immense variabilité des timbres qui existent dans le monde. Lorsqu'on parle de pathologie, on utilise des échelles en général qui contiennent 5 paramètres différents. Donc le grade global, qui est l'impression générale qui se diffuse à l'écoute d'une voix. Il y a la raucité, donc c'est le caractère rauque, un peu enroué d'une voix. C'est typiquement la voix de Louis Armstrong, par exemple. Il y a le souffle, lorsqu'on perçoit un peu de souffle sur la voix. Il y a l'asthénie. L'asthénie, c'est le manque de puissance de la voix. Et le dernier paramètre, c'est le forçage, donc la sensation d'avoir une voix qui est serrée, qui est étranglée et qui nécessite beaucoup plus d'efforts pour être... Alors, vous nous avez apporté des échantillons, on va dire, de ces différentes caractéristiques du timbre. Et on va les écouter rapidement. D'abord, la raucité que vous avez citée, justement. Oui. On va écouter. Voilà. Voilà une belle raucité, donc il faut citer l'auteur, c'est Jacek Koman. Oui, c'est extrait de la bande originale du film Moulin Rouge. Très bien, donc on va passer à un autre style très différent, le souffle, avec quelqu'un qu'on va sans doute plus facilement reconnaître. Tu es ma cam, mon toxique, ma volupté suprême, mon rendez-vous chéri et mon abîme. Tu fleuris au plus doux. Alors c'est déjà plus subtil peut-être la différence qu'avec cette caractéristique de souffle par rapport à la raucité. Évidemment c'est Carla Bruni. Comment l'expliquer l'impact du souffle sur le timbre? La qualifier, qu'est-ce qui se passe? Alors, ce qui se passe pour les spécialistes, il y a une chose qu'on entend très bien, c'est qu'il y a un renforcement des sons aigus dans le spectre, qu'on entend très bien. Donc c'est cette espèce de petit écoulement d'air qu'on entend en plus de la voix pendant qu'elle chante. Mais je voudrais en profiter juste pour dire une chose, et je pense que ces deux exemples l'illustrent assez bien, c'est que les voix sont toujours très complexes et c'est très rare qu'on trouve une voix qui soit exclusivement rauque ou exclusivement soufflée. Le premier exemple était une voix rauque mais aussi forcée. Le deuxième exemple est une voix soufflée mais aussi asthénique. Et d'ailleurs, très souvent, ces caractéristiques vont ensemble. Alors, vous parlez de l'asthénie parce que pour vous, c'est quelque chose de courant. On va déjà voir ce que ça donne avec l'échantillon que vous nous avez apporté de Karen Anne. Alors, pour illustrer l'asthénie. Qui fondent et que la lumière soit. Passe les heures que s'écoulent à jamais les secondes et que la lumière soit.
Alors, où est l'asthénie dans cette Alors, l'asthénie, exemple. c'est ce qu'on appelle habituellement le manque de puissance de la voix. En fait, c'est la fragilité. Donc là, en l'occurrence, il y a aussi du souffle. Je pense Voilà. que ça s'entend très bien. Bien sûr. Mais on a l'impression d'une voix fragile qui pourrait se taire à tout instant. Qui est au bord de disparaître, un petit peu. Et alors, le dernier, pour faire le tour, après, Claude Fugain, vous voulez réagir tout de Je suite? voulais juste Oui. dire que du point de vue clinique, quand on regarde des cordes vocales chez les deux personnes que l'on a entendues, les deux jeunes femmes, ça correspond à des défauts d'affrontement des cordes vocales le plus souvent. Il y a un passage d'air. Et moi, je dis souvent à mes patients, quand les professeurs de chant disent qu'on a de l'air dans la voix, où on ne sait pas se servir de la machine, où il y a quelque chose qui gêne le contact, où on a choisi cette façon de chanter. L'une et l'autre des deux chanteuses ont choisi cette façon sensuelle de nous envoyer la voix. Mais je vais mettre avec des guillemets. C'est un peu des voix de chambre à coucher, c'est des voix très, très sensuelles, mais c'est un choix. Ça ne correspond pas à des pathologies. Absolument. Voilà. Absolument. Alors, on va voir aussi une autre façon, le forçage, puisque c'est la 4e caractéristique dont vous nous avez apporté un échantillon avec Björk. Alors là, c'est presque le contraire un peu de l'asthénie. Absolument, c'est le contraire, c'est l'hyperfonction. Je pense que Christian Hugonnet va peut-être bondir sur sa chaise en me disant que l'exemple est saturé. En effet, il y a une saturation du son qui est un effet qui est donné, là, en l'occurrence, à ce morceau-là. Mais ce qu'il faut entendre dans la voix de Björk, c'est toute l'énergie qu'elle met dans la constriction de son larynx, dans le serrage des cordes vocales, qui s'entend très bien essentiellement au début de son. Elle fait ce qu'on appelle des coups de glotte, des efforts à glotte fermée, où on entend vraiment un fort serrage des cordes vocales. Alors, peut-être qu'il y a un point commun avec l'asthénie, c'est que dans les deux cas, ils sont toutes les deux au bord un peu de la rupture dans les deux extrémités. Oui, et d'ailleurs, il y a une chose qui est très intéressante qui a été soulevée justement par Claude Fugain, c'est l'idée que en utilisant notre voix d'une manière ou d'une autre, on transmet un message différent. C'est-à-dire que, en effet, la voix soufflée, et c'est la voix de l'intime. C'est d'ailleurs une des caractéristiques principales de ce qui est considéré comme les voix de séduction chez les femmes, par les hommes. Alors que la voix serrée, ça va être un message d'urgence, de danger, etc. Et d'ailleurs, la chanson de Björk, en l'occurrence, s'appelle So Broken. Et c'est une chanson qu'elle a écrite juste après avoir été victime d'un attentat au vitriol il y a quelques années, où elle avait comme ça laissé sortir sa détresse, sa rage, etc.